Je vous remercie à nouveau à toutes et à tous d'être venus. Je remercie tous les participants et intervenants jusqu'à présent. Et donc maintenant, c'est au tour de la recherche urbaine de s'adresser au maire. Allez, un peu de calme s'il vous plaît. Et donc on va reprendre tranquillement. Vous avez les micros, ils sont un peu loin. Alors, je commence par un tout petit rappel pour cette table ronde donc intitulée « La recherche urbaine parle au maire », par un petit rappel le 16 mai 2024, une journée d'études donnée dans les locaux du CNRS à la Porte Couchée à Paris dans le 17e, qui s'appelait « Politique du logement, l'alerte des sciences sociales ». Les 13 et 14 mars 2025, une journée d'études intitulée « Sciences sociales et politiques urbaines, je t'aime moi non plus ». Donc 2 journées assez récentes où des chercheurs et des chercheuses ont interpellé les élus et celles et ceux qui conçoivent les politiques publiques, bien souvent pour déplorer l'absence de considération, voire la totale méconnaissance des résultats de leurs recherches. Ces recherches ne nourrissent pas, ne communiquent pas ou peu avec l'action publique et les politiques urbaines. Pourtant, ces recherches sont précieuses, elles sont riches d'enseignements et elles sont d'excellentes ressources pour fabriquer des politiques publiques plus justes et plus efficaces. Alors pourquoi ne les entendent-ils pas ? Idéal les diffuse et prend au mot ces chercheurs qui veulent être entendus. Et donc en voici 3 à cette table. 3 approches critiques des politiques du logement sur 3 thèmes différents. Le logement devenu un actif financier parmi d'autres. Les politiques urbaines de mixité sociale, mais la fabriquent-elles vraiment ? Et la périurbanisation comme unique voie de développement local, loin des centres métropolitains. Alors je remercie Francesca Artioli, qui est maîtresse de conférence à l'École d'urbanisme de Paris et chercheuse au Lab Urba. Je remercie aussi Marine Bourgeois, maîtresse de conférence à l'Institut d'études politiques de Grenoble, chercheuse au laboratoire Pacte, et Aurélie Delage, maîtresse de conférence à l'Université de Perpignan, chercheuse au laboratoire Ardev. Je vous remercie toutes les 3 de vous prêter à cet exercice d'explication, partage de vos résultats et d'interpellation des élus. Et donc sans plus attendre, Aurélie, vous êtes donc l'autrice avec Max Rousseau d'un article publié récemment dans une revue américaine assez prestigieuse qui s'appelle International Journal of Urban and Regional Research et qui porte sur une proposition intéressante, que je trouve intéressante, qui est donc l'analyse de ce que vous nommez la périurbanisation bas de gamme, cheap sprawl dans le texte. Vous avez notamment étudié la Californie du pauvre, ce qu'on appelle la Californie du pauvre. Alors, où est la Californie du pauvre ? Est-ce que vous pouvez nous la décrire et qui y habite ? Alors on va sortir de la grisaille parisienne pour un peu d'exotisme. La Californie du pauvre, c'est une appellation couramment donnée, du moins localement, aux Pyrénées-Orientales, donc extrême sud de la France, au pied des Pyrénées et sur le bord de la Méditerranée. En fait, vous avez la carte postale, le soleil, la mer, le climat méditerranéen. Comme en Californie, c'est un département très agricole avec du maraîchage, les fruits et puis la vigne. Mais par contre, contrairement à la Californie, on n'a ni Silicon Valley ni Hollywood. Et en fait, la réalité du département, c'est qu'on est le 2e département le plus pauvre de France derrière la Seine-Saint-Denis, avec, et je ne sais jamais mes chiffres, avec un ménage sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc en fait, si on parle de territoire attractif, dont la population a doublé en 50 ans, en fait, c'est une attractivité en trompe-l'œil parce qu'elle est socialement et spatialement sélective. C'est-à-dire que sur les dernières années, sur les 15-20 dernières années, on a l'équivalent d'une ville moyenne tous les 10 ans qui se crée dans les Pyrénées-Orientales. 3000 habitants par an. Sauf qu'il y a ceux qui viennent, ceux qui restent et ceux qui repartent. Qui est-ce qui repart ? Ce sont surtout les classes moyennes, les ménages solvables, qui ont besoin de travailler et qui ne trouvent pas d'emploi dans un département où un habitant sur 2 de plus de 15 ans est soit retraité, soit inactif. Donc ceux-là, ils repartent. Ils viennent, ils ont le rêve de la carte postale et ils repartent. Ceux qui restent, il y a une dichotomie en fait
entre ceux qui vont aller habiter sur la côte, qui ont les moyens de se payer un appartement avec vue sur la mer entre 3 500 et 5 500 euros le mètre carré. C'est plutôt des retraités solvables et qui ont les moyens. Par contre, sachant que la ville-centre, c'est moins de 2 000 euros le mètre carré. Et puis, il y a les autres, les ménages modestes qui vont arriver à Perpignan, ils vont commencer par être locataires. Et puis, pour accéder à la propriété, parce qu'on ne vient pas à Perpignan pour habiter dans un appartement sans lumière, dans une rue étroite, on a surtout le rêve du pavillon, si possible avec du pavillon individuel, si possible avec une piscine. Pour cela, ils vont aller plus loin, parce que le foncier est la clé, et habiter donc toujours plus loin du centre urbain. Donc au final, dans ce département, 3 habitants sur 4 sont éligibles au logement social, dont un tiers au logement très social. Donc c'est vraiment un département en difficulté sociale. Et donc cette progression en dehors de la ville se fait notamment au prix de la transformation du paysage de cette Californie du pauvre. On a arraché des vignes pour faire des lotissements. Concrètement, c'est un peu ça. Oui, en fait, alors ce qui est intéressant dans le département des Pyrénées-Orientales, c'est que c'est un département qui a été gouverné par le système de la rente depuis très longtemps. En fait, historiquement, ce n'est pas un département viticole, mais dans la deuxième moitié du 19e siècle, beaucoup de vignes ont été plantées au moment de la séparation des régions en spécialité agricole et avec le ferroviaire. Et en fait, il y a eu ce que les historiens ont appelé une ivresse économique des viticulteurs, c'est-à-dire beaucoup de petits propriétaires qui sont devenus viticulteurs et qui pouvaient valoriser des terres rudes. Donc c'était vraiment inespéré. Et en fait, ça a donné cette habitude un peu de l'argent facile, pour dire les choses clairement, dans ce département. Et en fait, ce système va basculer dans la deuxième moitié du XXe siècle avec ce qu'on pourrait appeler une ivresse économique de l'urbanisation, si on reprend l'expression en miroir. Et en fait, cette ivresse de l'urbanisation, c'est tout simplement que quand on passe d'un terrain agricole à un terrain urbanisé, on multiplie la valeur par 50, 100, d'un simple trait de plume. Donc c'est un peu magique. Alors comment on passe de l'un à l'autre ? En fait, pour ça, il faut déverrouiller, tout à l'heure on disait que le foncier était le nerf de la guerre, là oui, en fait, il faut déverrouiller le foncier. Tant que l'agriculture est rentable, on ne le déverrouille pas. Sauf que la vigne, ça a payé, mais ça ne paye plus. Et donc, en fait, il y a une conjonction d'éléments de crise agricole, crise viticole, crise du maraîchage aussi, prime à l'arrachage, concurrence de l'Espagne, tout ça renforcé par la crise climatique. Il fait plus chaud, c'est plus difficile de vinifier, il n'y a plus d'eau. Ce qui fait que, en fait, ces terrains ne valent plus grand-chose d'un point de vue agricole. Donc ça libère le foncier. Et l'autre élément pour qu'on bascule d'un système à l'autre, en fait, c'est qu'il faut que ce soit un territoire attractif. J'en ai déjà parlé. Et donc, en fait, cette attractivité démographique est devenue le pilier du développement territorial, parce que dans un territoire où l'économie est pas très diversifiée et pas très dynamique, en fait, construire des pavillons, puisque, comme j'ai dit, on ne vient pas pour habiter dans une cage à lapins, même si on est éligible au logement social. Donc l'attractivité des territoires périurbains sur le modèle du pavillon individuel, en fait, fait tourner une machine économique. Et le BTP, c'est 8% de l'emploi dans les Pyrénées-Orientales, donc c'est plus de 1 point de plus que la moyenne nationale. Et ça représente presque 9 000 emplois, sachant que le tourisme, qui est le secteur phare du département, c'est plus de 10 000 emplois. Et quand je dis 9 000 emplois, c'est 9 000 emplois déclarés. Donc voilà, c'est vraiment une machine économique qui tourne dans ce territoire-là. Et donc, dernière chose, cette mutation des terrains agricoles en terrains résidentiels, c'est quelque chose qui est bien connu. Elle est plutôt étudiée dans le champ des études en aménagement sous le sceau du conflit d'usage. Nous, ce qu'on a essayé de comprendre, c'était le système qu'il y avait derrière. C'est-à-dire pourquoi il y avait cet intérêt quel était le système socio-spatial, socio-territorial qui alimentait ces plus-values foncières. Et en fait, on s'est dit, au début, on a pensé en termes de rente. Sauf qu'une rente, c'est quelque chose qui donne de l'argent tous les ans. Sauf que quand vous vendez votre terrain pour le rendre constructible, c'est du one-shot. Et donc il faut vendre un autre terrain pour faire une autre plus-value. Et donc là, on bascule dans un système que l'on a qualifié d'extractiviste, c'est-à-dire que, en fait, il faut de la ressource en quantité que l'on croit infinie. Il y a des gagnants, des perdants sur le plan social, économique, environnemental, et c'est un système prédateur qui repose sur un trio.
le promoteur, le maire et le propriétaire. Merci Aurélie. Marine. Marine, vous êtes politiste et spécialiste de la mixité sociale et spécialiste du logement social comme instrument de cette mixité, notamment, entre autres, et donc en particulier à travers les attributions. Comment des ménages se voient attribuer, une fois qu'ils sont demandeurs, un logement social. Donc vous avez travaillé dans votre thèse de doctorat, puis dans un projet de recherche collectif portant sur les attributions, les politiques de peuplement et les intercommunalités. Donc au fond, votre objet de recherche, c'est la manière dont l'action publique trie, classe et parfois discrimine. Alors un maire peut-il choisir ses habitants dans le logement social ? Alors, merci beaucoup Antoine déjà pour l'invitation et puis pour l'organisation de l'événement. Alors pour répondre à cette question, déjà peut-être souligner que en fait derrière la question que le logement social c'est quand même un levier extrêmement important pour la maîtrise du peuplement. Donc en fait c'est un peu ça la question en creux. Politique de peuplement qui peut être abordé à partir de différents leviers. Donc le levier lié à la production, lié à l'offre. Donc on en a déjà un petit peu parlé ce matin. Donc il existe tout un tas de dispositifs liés aux prérogatives en matière d'urbanisme, à la maîtrise foncière. Enfin voilà. Donc et puis il y a un deuxième levier sur lequel j'ai davantage travaillé, qui est la question des attributions de logements sociaux. Alors récemment, il y a tout un tas de mesures qui ont été proposées pour renforcer la position des maires dans les processus d'attribution des logements sociaux. Cela a été évoqué ce matin par le maire du 20e arrondissement. Je pense notamment donc à une proposition de loi qui avait été déposée par la sénatrice LR Sophie Primas en octobre 2023 et qui prévoyait donc d'attribuer la présidence de la commission d'attribution des logements sociaux au maire, ce qui n'était plus le cas en fait depuis le début des années 2000, et puis de lui confier aussi un droit de veto. Cette mesure a été reprise quelques mois plus tard dans un projet de loi dont vous vous souvenez peut-être, qui a été présenté par le ministre du Logement de l'époque, dont on a parlé dans la séquence précédente, Guillaume Kasbarian, qui ajoutait à ces dispositions la possibilité pour les maires de classer pour les programmes neufs les demandes des réservataires. L'idée de Kasbarian, c'était qu'en laissant les maires choisir davantage encore qui vient habiter dans les HLM, ça les convainc un peu plus de produire du logement social. À un moment où, on le sait, la crise du logement bat son plein et on attend aujourd'hui des records en termes de file d'attente à l'entrée du parc locatif social. Alors ce projet de loi, il ne va pas survivre à la dissolution de juin 2024. Par ailleurs, il s'inscrit complètement à rebours des propositions des lois antérieures, notamment les lois Allure et Égalité et Citoyenneté de 2014 et 2017, qui promouvaient au contraire la montée en puissance de l'intercommunalité sur la question des attributions de logements sociaux, précisément pour réduire les soupçons de clientélisme, pour contrer les stratégies de peuplement qui pourraient déboucher sur des discriminations, sur des formes de clientélisme. Une stratégie de peuplement, c'est un peu plus concrètement, c'est quoi ? C'est un maire qui a la capacité de définir des publics plutôt que d'autres, enfin des habitants plutôt que d'autres ? Ouais, voilà, c'est le fait de pouvoir choisir en fait qui a accès à quel logement, mais surtout où, quel type de groupes sociaux on choisit de privilégier ou au contraire à quel type de groupes sociaux on exclut l'accès au territoire communal. Donc évidemment, c'est lié à la structure du parc. Si vous construisez du logement PLAI, si vous construisez du logement intermédiaire, vous n'avez pas tout à fait les mêmes publics, mais ensuite ça peut se jouer de façon très très fine dans les processus eux-mêmes d'attribution. Et là-dessus, le maire a quand même un pouvoir, le maire ou son représentant, qui prend différentes formes. D'abord, il faut savoir que les collectivités territoriales, donc les communes et les intercommunalités, sont réservataires du parc locatif social, donc ils ont un contingent de réservation. Donc entre 20 et 30% du parc de logement. Donc ils participent par la garantie des emprunts à la production du logement social et en contrepartie, ils ont ce qu'on appelle un pouvoir de désignation des candidats. Donc
alors il y a d'autres réservataires, l'État local, Action Logement. Cette idée des contingents, en fait, c'était aussi de favoriser la mixité sociale, puisqu'en fait, chaque réservataire a ses propres clientèles. Action Logement, ça va être les salariés. L'État local, ça va être les ménages DALO, les plus défavorisés. Et puis, les communes, ça va être les ménages qu'ils définissent comme prioritaires. Et donc, ce qu'on observe, c'est que donc il y a une possibilité de désigner des candidats spécifiques sur le contingent. Mais au-delà de cette question du contingent, ce que montrent les travaux de sciences sociales sur les attributions des logements, c'est que bien souvent, les maires et les collectivités et les bailleurs sociaux marchent main dans la main. C'est-à-dire qu'en fait, les élus locaux, ils n'ont pas trop intérêt, ils ont intérêt plutôt à travailler vraiment de manière étroite avec les bailleurs sociaux et vice-versa. Les bailleurs sociaux, ils doivent pouvoir continuer à obtenir ces fameuses garanties d'emprunt. Et en contrepartie, les maires négocient en quelque sorte une capacité à maîtriser le peuplement. Ça, on l'a bien vu avec la montée en puissance de la loi SRU. De plus en plus de communes se sont converties à la production du logement social. Solidarité et renouvellement urbain de 2001. Voilà, solidarité et renouvellement urbain, donc qui impose à un certain nombre à communes, en fonction d'un certain nombre de critères, de produire au moins 25%, d'atteindre un seuil de 25% de logements sociaux. Donc tout un tas de communes ont dû s'y mettre, mais en gardant avec cette idée de garder la main en fait sur le peuplement. Et dernière chose, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment des relations de partenariat très étroites entre les élus et les maires qui passent par exemple par des pré-commissions d'attribution, donc en amont même des commissions d'attribution, où les maires sont représentés. Et puis dans les pré-commissions d'attribution, souvent les élus émettent des classements sur les candidatures. Et les bailleurs sociaux, ce qu'on observe, c'est que dans la pratique, ils vont très peu aller à l'encontre des classements établis par les maires. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment des relations extrêmement fortes. Et dernière chose, les élus sont vraiment présents à toutes les étapes de la chaîne d'attribution de manière très pratico-pratique, j'ai envie de dire, mais ils sont bien sûr aussi associés à la définition des politiques locales du logement et en particulier sur cette question des attributions, puisqu'ils participent aux conférences intercommunales du logement, ils participent à la définition des conventions intercommunales d'attribution qui fixent à l'échelle du grand territoire des objectifs en matière d'attribution. Donc certes, on a une intercommunalisation des politiques d'attribution, mais qui ne se fait pas contre les maires, qui se fait vraiment avec les maires. Voilà. Avec une spécificité francilienne sur laquelle on ne reviendra pas. Absolument. Ce matin. Alors, Francesca, vous êtes aussi politiste et récemment co-autrice de ce que je qualifierais d'une somme indispensable sur la régulation des locations de courte durée avec vos collègues Claire Collomb et Thomas Aguilera. Le titre, c'est « Housing under Platform Capitalism » aux presses de l'Université de Californie. Alors, depuis la rentrée, vous êtes responsable du projet Tax Own, que je vais immédiatement traduire en fiscalité de la propriété, accumulation patrimoniale et politique du logement dans les villes européennes. Et donc, au fondement de ce projet, l'idée que le logement social serait devenu... le logement tout court, pas du tout le logement social. Le logement serait devenu un actif financier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, merci beaucoup. Donc, c'est pas évident de passer d'une recherche à l'autre. Donc, on pose un petit peu les décors de chaque recherche et après, on viendra à que font les politiques publiques et que peuvent-elles faire. Donc, effectivement, j'ai travaillé beaucoup sur les meublés de tourisme ou location de courte durée ou Airbnb et puis sur la taxation de la propriété. Et ce qu'ils ont en commun, ces deux projets, c'est de s'intéresser à comment on gouverne et on régule les logements qui est devenu un actif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un actif ? En sociologie économique, un actif, c'est quelque chose qu'on possède, qu'on contrôle et duquel on tire une rente. Alors, quand on dit rente, on ne pense pas que la rente locative. La rente, c'est aussi les revenus qu'on peut tirer du logement quand on les vend, quand on les passe à ses enfants. Ça aussi, c'est la rente foncière qu'on peut accumuler et transmettre sous différentes formes, sous forme de plus-value, sous forme des revenus locatifs.
Et donc, ça c'est un constat assez partagé dans la littérature sur le fait que les logements est devenu un actif, c'est un résultat de 3 à 4 décennies des réformes, des processus qui sont connectés les uns aux autres. Premièrement, la hausse des prix, qui est structurelle, de long terme, qui a concerné la plupart des pays capitalistes avancés, donc ce n'est pas quelque chose de la France. Et puis cette déconnexion entre les prix et les revenus qu'on tire du travail, en fait, ou des retraites, si on est retraité. Et donc cette déconnexion-là, il y a un ensemble d'autres processus qui font que les logements a pris une place de plus en plus structurante dans les trajectoires socio-économiques individuelles. Devient un filet de sécurité individuel. C'est pour ça que je me suis placée tout à l'heure à la réponse « Est-ce que le logement est la première sécurité ?» Oui, c'est-à-dire c'est un fait sociologique. Aujourd'hui, posséder un logement est un filet de sécurité, notamment quand on possède un logement plutôt bien placé dans des endroits valorisés. Donc, plutôt récent. C'est 3-4 décennies, ouais. Mais oui, ce n'est pas nécessairement un processus de long terme, ça s'est intensifié notamment depuis les années 2000, donc ces liens, cette fonction du logement comme une forme d'État-providence privatisé. Et puis c'est lié à d'autres processus qui sont des stratégies d'investissement ou des mises en location du logement sur lesquelles on capitalise sur la propriété pour en tirer des revenus. Donc évidemment, les locations de courte durée sont une des formes, mais il y a aussi l'investissement locatif et puis des formes d'intensification et d'hybridation des usages. On peut louer sa résidence principale, on peut louer sa résidence secondaire. Et tous ces processus-là, qui sont assez divers, ont quand même en commun l'effet qu'on traite les logements en priorité, pas tout le temps, pas nécessairement, mais comme quelque chose qui produit des revenus présents et futurs. Donc on peut parler ça, c'est une sorte de rentiérisation assez généralisée qui touche un bloc social très large. Et c'est pour ça que c'est un enjeu politique, parce que ça ne touche pas que les multipropriétaires, ça touche un bloc social qui est très large. Il y a certains qui parlent d'une coalition cross-class qui traverse des classes sociales, qui est celui des propriétaires. Ça va des propriétaires occupants jusqu'aux multipropriétaires. Donc c'est ça, c'est un bloc social très large. Que ce soit un bloc social très large, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas très inégal en son sein. On sait aussi que c'est extrêmement inégalitaire, que la propriété est distribuée de façon très inégalitaire, beaucoup plus que les revenus. On sait bien qu'en France, la multipropriété est très concentrée. Il y a eu ces dernières années une ouverture des données qui est assez extraordinaire, qu'on ne trouve pas dans tous les pays européens, on peut en reparler. Et donc, on sait aujourd'hui en France que, pour donner un des chiffres, 4% des propriétaires possèdent 5 logements ou plus, et c'est là, ils possèdent la moitié du stock du logement loué, donc détenu par des personnes physiques. Donc, on voit bien, c'est juste un des chiffres qui donne la mesure des inégalités, mais donc, c'est à la fois un bloc social large qui est pris dans cette logique de l'actif, de la rentiérisation, et très différencié en son sein. Deuxièmement, deuxième enjeu un peu politique, pour poser les enjeux politiques, on voit bien que ça a des effets structurels, donc d'une part sur les trajectoires individuelles. Il y a beaucoup de sociologues aujourd'hui qui disent qu'il faut repenser les classes sociales, on s'est trompé, il faut les repenser à partir du logement et de la propriété du logement, et comment tout ça, ça redéfinit entièrement la stratification sociale. Ils sont plutôt pensés en termes d'emploi et de revenus. Qui était historiquement définie par des positions sociales par rapport à des structures de l'emploi et des revenus. Et puis ça a des enjeux sur l'accès au logement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'une part, l'accès à la propriété, parce que l'accès à la propriété est de plus en plus conditionné du fait d'avoir ou hériter des actifs qui en fait sont une extraction de la rente préalable qui permet d'acheter un logement, et aussi difficulté d'accès à un logement locatif normal, on va dire, vu cette concurrence, cette forme d'intensification et accélération des usages du stock du logement. Donc tout ça, c'est à la fois, il y a certains qui disent on est rentré dans une économie des actifs, c'est pour décrire un peu un changement des long termes structurels lié à cette forme cette centralité prise par la propriété du logement dans la vie et dans les économies locales et nationales, c'est un peu ce que tu racontais, mais en même temps ça génère clairement des gagnants et des perdants qui sont entre générations, entre territoires et puis entre classes sociales. Merci. Donc l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait de là. Oui. On va un peu vite, mais vous suivez, je suis sûr.
On retourne dans les Pyrénées-Orientales, dans notre Californie du pauvre. Donc, Aurélie, vous nous avez décrit le paysage, les habitants, et planté le décor de ce système de production, de ce paysage, de ces pavillons et de ces parcours de vie d'habitants. Et donc on s'était quitté au moment où vous nous disiez qu'il y a un triptyque qui est celui des propriétaires fonciers, des promoteurs lotisseurs et des maires. Alors revenons vers cette figure qui nous intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui, donc celle du maire. En quoi est-il la pierre angulaire de ce triptyque ? On a l'impression qu'on feuilletonne. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que ce triptyque, en fait, c'est un peu monsieur et madame tout le monde. On ne parle pas du grand capital, on ne parle pas de Nexity, Bouygues ou Urbanescence, on n'est pas du tout dans la ville néolibérale financiarisée, on est dans vraiment des territoires de proximité. Et quand même, il faut que je revienne un tout petit peu, très rapidement, sur ces trois protagonistes. Tout d'abord, les propriétaires, un peu comme dans la continuité de ce que disait Francesca, le propriétaire, c'est peut-être une personne âgée qui va vouloir léguer un héritage à ses enfants ou à ses petits-enfants, ou tout simplement qui va avoir une retraite. Donc, effectivement, on est clairement dans le filet de sécurité sociale. Le promoteur, il a un rôle très important parce que c'est lui qui va qui va mettre en contact avec les acheteurs et qui va fractionner le parcellaire pour faire en sorte qu'une parcelle puisse être achetée en fonction des capacités d'achat des ménages. Donc des parcelles de plus en plus petites pour correspondre aux capacités d'achat de ces ménages. Et là encore, ce n'est pas des gros groupes, c'est des lotisseurs, des TPE, des PME qui sont la norme dans ce paysage. Et puis enfin, il y a le maire. Le maire, il a un rôle central, surtout depuis les lois de décentralisation, puisque c'est lui qui a récupéré le droit sur les sols, donc le dessin du POS, puis du PLU. Alors aujourd'hui, c'est le PLU, donc ça lui éloigne un petit peu les choses, mais quand même, pendant toutes ces années, pendant près de 40 ans, c'est lui qui tenait la plume du trait qui allait faire la bascule financière de 1 à 50 ou 100 dans la valeur du foncier. Et puis aussi, il a un rôle pour attribuer les permis de construire. Et enfin, il a un rôle dans l'orientation qu'il va donner à son territoire, notamment de faire ce choix du modèle de développement pavillonnaire comme modèle de développement territorial, parce qu'on connaît la chanson, c'est attirer des ménages qui vont faire tourner les écoles, les commerces, etc. Bon, je vous ai dit que les gens qui arrivaient, c'est quand même des gens pré-retraités. Donc l'argument des écoles, il est un peu compliqué à tenir aujourd'hui. Ces trois figures, parfois, c'est la même personne. C'est-à-dire que ou la même famille. C'est-à-dire que quelqu'un va faire de la réserve foncière, puis va être adjoint à l'urbanisme et va s'improviser lotisseur. Vous voyez ? Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a des configurations locales qui sont quand même assez propices à des formes de clientélisme. Oui, tu voudrais pas quand même faire passer le trait du terrain constructible chez moi ? Tu comprends, c'est pour mon petit-fils, blablabla. Et puis des formes de corruption ou d'entente préalable. Et ça, personne ne le dit, mais tout le monde en parle. On sait très bien que les promoteurs ont leur précaré, commune par commune, et qu'ils font de l'entente préalable pour contourner les marchés publics. Donc ça, c'est vraiment ce triangle d'or. Et alors, comment cette machine tourne pour générer de la plus-value ? 2 leviers, je vais les dire très rapidement. Le premier levier, c'est construire à pas cher. C'est ça le cheap sprawl. Du foncier le moins cher possible, de la main-d'œuvre la moins chère possible, déclarée plus ou moins, et puis des matériaux pas chers. Mais l'autre levier sur lequel on insiste beaucoup moins, c'est le fait d'externaliser les coûts cachés de la construction aux ménages modestes. Si on construit pas cher, c'est le propriétaire qui va se retrouver à faire des travaux de façon anticipée, refaire l'étanchéité, la toiture, etc. Deuxième coût caché, et non des moindres, la mobilité. C'est-à-dire qu'on oblige les gens à aller de plus en plus loin pour accéder à du foncier pas cher, mais ça veut dire qu'on les rend dépendants de la voiture, et dans le contexte de hausse du coût de l'énergie, ça pose problème. Donc on voit bien qu'il y a des gagnants et des perdants, que ces ménages modestes sont renforcés dans leur vulnérabilité initiale, et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, il faut vraiment insister dessus. En plus, le système bancaire les solvabilise, donc pour apporter de la chair à la machine, en fait, pour avoir des gens qui vont pouvoir acheter ces terrains. Et c'est comme ça qu'on arrive aux gilets jaunes qui ont été particulièrement actifs dans les PO. Et le dernier point,
c'est le coût environnemental dont on parle moins, mais dans les Pyrénées-Orientales, là on est en train de devoir s'en rendre compte. D'une part, c'est la dégradation irrémédiable des sols et des paysages. Tout à l'heure, on a parlé des tours. Là, c'est pareil. Vous achetez une maison avec vue sur le Canigou, puis tout d'un coup, vous avez vue sur vos voisins. Donc, c'est la disparition de la rente paysagère et la pression sur les ressources naturelles. Maintenant, dans les Pyrénées-Orientales, il y a plusieurs communes qui n'ont plus d'eau au robinet. Et en fait, là, le maire, il est une pierre angulaire du système, aussi bien en amont, mais aussi en aval, puisque c'est lui qui doit répondre aux besoins de ses concitoyens et organiser l'approvisionnement en eau. Merci Aurélie. Marine, donc la mixité sociale est au cœur des politiques urbaines depuis longtemps. Vous avez décliné un des mécanismes qui permet de la mettre en œuvre et singulièrement donc dans ces politiques du logement social. Alors, la mixité sociale, vous insistez sur le flou qui caractérise cette notion dans vos recherches. Elle est très mobilisatrice pour les élus et pour l'action publique en général, mais elle peut être saisie très différemment selon les communes dont on parle, selon les villes. Alors, vous avez notamment mis en évidence 2 types de communes face à la production du logement social. Et alors on se dit comme ça, très spontanément, c'est la droite et la gauche. D'un côté des communes gouvernées par la droite, de l'autre côté des communes gouvernées par la gauche. En fait, ce qui est intéressant dans vos recherches, c'est que évidemment vous montrez que c'est plus compliqué que ça. Et donc notamment autour de ces 2 types de communes. Alors quelles sont-elles et qu'est-ce qui les distingue ? Oui, alors en effet, ce que montrent depuis assez longtemps les travaux de sciences sociales, c'est qu'il y a ce flou autour de la notion de mixité sociale qui participe en fait de la mobilisation, autour de ce concept, de ce principe, de cette catégorie d'action publique. Ce qui est intéressant d'observer dans la période plus récente, c'est ce phénomène d'intercommunalisation des politiques d'attribution que j'évoquais tout à l'heure. C'est un phénomène qui est beaucoup plus récent, qui est assez inédit. L'intercommunalisation, elle s'est d'abord faite sur le volet de la production, à travers par exemple des mesures comme la délégation des aides à la pierre, beaucoup plus récemment sur la question des attributions, et non sans heurts, et on comprend bien pourquoi la maîtrise des attributions, c'est quand même une prérogative centrale pour les maires. Donc dans les faits, on a d'un côté une volonté comme ça du législateur de faire monter en compétence l'intercommunalité pour favoriser la solidarité territoriale, je l'ai dit, pour lutter contre la ségrégation socio-spatiale, aussi pour limiter le contrôle communal du peuplement. Mais dans le même temps, on observe qu'en réalité, les changements observés au niveau des politiques et des pratiques communales restent assez limités. Alors malgré tout, donc une différenciation dans les politiques communales observées, Antoine le disait, cette différenciation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne se fait pas suivant un clivage droite-gauche, puisqu'en fait la mixité, elle mobilise à droite comme à gauche. Ce qu'on observe plutôt, c'est des différenciations sur des variables à la fois sociodémographiques et politico-institutionnelles. Dans nos travaux, donc ceux qu'on a conduits avec le collectif API, donc Attribution, Peuplement, Intercommunalité, auquel participait notamment Yoann Millot, on a observé en fait des stratégies différentes en fonction de 2 grandes catégories de communes qui se distinguent par les politiques qu'elles mettent en place, par les logiques, les ressources et les contraintes qui pèsent sur elles. D'un côté, on a des communes qu'on a qualifiées d'urbaines. Ce sont des communes qui concentre historiquement un parc important de logements sociaux et qui accueille de manière privilégiée des ménages pauvres et racisés. Et puis d'un autre côté, on a des communes qu'on a qualifiées de résidentielles, qui correspondent à des communes qui comportent un parc de logements sociaux moins développé, plus récent, qui s'est développé notamment à la faveur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, et où les ménages pauvres et racisés représentent une part relativement faible de la population. Donc les premières communes, les communes urbaines, elles cherchent en fait prioritairement à attirer des demandeurs qui apporteraient de la mixité sociale précisément, mais du coup une mixité dite par le haut, c'est-à-dire qu'il va chercher à attirer des ménages alors stables ou stabilisants, des personnes qui bossent, des personnes qui apportent des ressources en fait à la commune.
C'est une manière pour ces communes aussi d'essayer de se défaire d'une forme de stigmatisation qui pèserait sur elles. Donc ces élus cherchent à agir notamment par le biais des attributions de logements sociaux et peuvent entrer en confrontation avec certains organismes HLM, certains bailleurs sociaux qui feraient ce qu'ils appellent du remplissage, c'est-à-dire qui mettraient, je cite, entre guillemets, n'importe qui, n'importe où. Au contraire, ils vont plutôt valoriser les bailleurs sociaux qui assument de porter la vacance de logement pour en fait attendre le bon locataire, le bon ménage, celui qui apportera de la mixité dans la résidence. Sur le volet de la production, cela peut aussi se traduire par le fait d'essayer de diversifier l'offre de logement, donc notamment essayer de construire du PLS ou du logement intermédiaire, ou aussi réduire tout simplement la part de logement social. Dans les communes dites résidentielles, on observe une volonté plus manifeste de préserver le peuplement en place, donc un esprit plus, disons, conservateur, avec une volonté de défendre une certaine identité communale ou villageoise. Ce sont des communes qui sont souvent assez réticentes en fait, à l'objectif de déspécialisation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En tout cas, ces politiques de mixité telles qu'elles sont menées au plan national heurtent directement leurs intérêts. Donc, casser les ghettos, comme on dit. Voilà, casser les ghettos. Et en fait, ce sont des... Voilà, on a rencontré des élus pour qui les habitants des QPV des villes, des communes urbaines constituaient encore des problèmes, enfin étaient perçus comme des problèmes ou des menaces. Donc ces communes vont respecter les objectifs de la loi SLURU, mais là aussi, comme je le disais tout à l'heure, en essayant de contrôler à la fois les types de logements construits, la qualité de la production neuve, et puis de maintenir un contrôle politique direct sur les attributions. Donc en d'autres termes, il s'agit un peu de laisser filer sur le volet de la production, mais en maîtrisant toujours plus les attributions. Et notamment en faisant prévaloir ce que les sociologues ont appelé la préférence communale, le fait de privilégier ce critère de lien à la commune, voilà, le fait de privilégier les ménages qui auraient grandi sur la commune, les ménages qui cohabitent, les gens qui ont un lien en fait plus largement avec la commune. Pour cela, ils actionnent différents leviers, le fait notamment de construire cette relation partenariale très étroite avec les bailleurs que j'évoquais précédemment, le fait d'investir les commissions d'attribution de logement, mais surtout les pré-commissions d'attribution de logement. Le fait aussi d'aller dans les instances intercommunales, mais souvent pour exercer un droit de veto, pour tenter en fait de neutraliser les mesures qui pourraient être prises à l'échelle intercommunale. Voilà. Merci. Francesca, nous on s'est quittés juste avant quand vous disiez que la rentiérisation du logement, donc la mise en actif qui concernait un très grand nombre de ménages de leur logement. Et donc, c'est pas sans poser un certain nombre de problèmes dans les villes. Et donc, comment pense-t-on, comment fabrique-t-on peut-être de nouvelles politiques publiques à l'échelle nationale et locale à l'heure de ce logement devenu actif et peut-être quelle politique, si jamais quelques suggestions? Oui, juste, je voulais revenir sur ce que tu disais sur le fait que quand on pense le logement comme actif, on ne parle pas ici des Blackstone, BlackRock, des grands investisseurs institutionnels. L'idée de dire le logement est devenu un actif, volontairement ou involontairement, c'est une logique qui a enrôlé l'ensemble des propriétaires qui se trouvent dans des zones valorisées ou qui ont bénéficié des 20-30 ans des valorisations, ce qui construisent aussi des stratégies plus ou moins volontaires, des transmissions et des sécurités individuelles à partir du logement et qui en tirent des revenus locatifs ou par la vente. Donc c'est cette logique-là. Et donc, derrière cette logique-là, il y a trois choses. Il y a la propriété, il y a la rente, il y a le futur. L'idée de l'actif, c'est qu'on peut continuer à tirer des revenus. Donc, soit on attend que les valeurs ne vont pas s'effondrer, on l'espère dans cette logique-là, ou qu'on pourra continuer à extraire de la rente. Donc ça a des effets, je trouve, assez
intéressant qui s'est voyé pendant les débats à l'Assemblée sur les volets recettes du budget de la semaine dernière, sur ce que ça met dans les politiques du logement. Et ça met dans les politiques du logement la question de l'héritage. Or, elle n'était pas totalement externe, hein, mais ça met au centre des politiques du logement des questions d'héritage, des dons, des transmissions. Or, ce n'est pas des compétences municipales, donc bon, on est là pour parler des municipales, mais quand même, ça met ces questions-là au centre. Et ce qui a été voté sur l'exonération des dons intrafamiliaux, on peut le voir à la fois comme une manière de faciliter l'accès au logement, la primo-accession, mais c'est aussi institutionnaliser que l'héritage est une des façons fondamentales par lesquelles on accède au logement ou pas. Donc, tant mieux si on hérite, tant pis si on n'hérite pas. Donc, ça met quand même ces questions-là au centre. Ça met aussi au centre des politiques du logement des questions des fiscalités, de comment les taxes, et donc est-ce qu'on collectivise la valeur, on la redistribue, ou est-ce qu'on laisse une appropriation privée de cette rente. Donc, tout ça, il y a pas mal de ces choses-là qui ne rentrent pas dans des compétences des maires, mais il y en a quand même qui rentrent dedans. Et au cours des dernières années, quelque chose qui pour moi est a apparu assez clairement quand on regardait la régulation des locations de courte durée des meublés de tourisme, c'est qu'il y a de plus en plus des régulations qui cherchent à réguler les usages et la rente différentielle qu'on peut tirer des différents usages. Donc, dès la location longue, on va dire traditionnelle, 3 ans, la location d'1 an meublé, la location d'1 semaine à des touristes. Et donc, ces différents usages-là, premièrement, ils peuvent être en compétition. Donc, il y a eu beaucoup de rapports sur l'attrition, ces mots qui indiquent qu'il y a des compétitions d'usage, mais renvoient aussi à des rentes différentielles qui sont liées au fait qu'on peut faire payer plus cher les touristes, mais aussi à des dispositifs fiscaux et un ensemble des règles qui déterminent le fait qu'un usage peut être plus rémunérateur qu'un autre. Et là, il y a eu quand même tout un ensemble d'outils qui ont été développés, qui ont été mis sur la table par une séquence d'évolution législative ces dernières années. Et la loi Echaniz-Lemaire, il y a 1 an et demi maintenant, a fait ça. Elle a consolidé ces ensembles d'outils qui cherchent un peu à réguler les usages et donc la rente qu'on tire de ces usages. Donc cette loi qui portait... La loi, elle s'appelait la loi Airbnb, mais en réalité, elle est beaucoup plus large. Et puis, tout un tas d'instruments existaient déjà, mais le pilier là-dedans, c'est les changements d'usage, c'est-à-dire qu'on ne peut, ça cherche à limiter la location meublée en considérant que ce n'est plus un usage résidentiel, donc ça sort quelque part c'est les changements d'usage d'un logement vers un local économique, mais elle introduit d'autres choses qui cherchent à réguler les usages, notamment la distinction ou les passages résidence principale, résidence secondaire, qui est en lien avec l'effet de pouvoir ou pas louer sa résidence secondaire sur des plateformes, en introduisant des instruments de l'urbanisme réglementaire, comme par exemple des servitudes des résidences principales, pour limiter le développement des résidences secondaires, pour limiter l'effet de pouvoir louer des locaux en meublé, de louer sa propre résidence secondaire en meublé, et puis des quotas spatialisés qui cherchent à réguler les usages et la rente qu'on en tire. Et puis, autre pilier un peu de cette régulation de l'actif, c'est quand même donc la rente, à la fois les revenus locatifs qu'on tire et les prix. Alors, autant sur les revenus locatifs, il y a l'encadrement des loyers, etc. Autant sur les prix, depuis ce matin, on dit c'est les nerfs de la guerre. Il n'y a pas beaucoup d'instruments. Donc, si aujourd'hui, on revient sur la question, il faut réguler les prix, qui est très présente dans certains territoires. On a beaucoup discuté, effectivement, avec des personnes qui étaient au Pays Basque et qui sont là, comment on peut faire pour réguler les prix des logements. C'est très compliqué. On peut taxer, mais quand on taxe les plus-values, déjà, l'État ou les collectivités l'État, dans ces cas, sont pris dans la logique de l'actif. Ça qui est quand même des revenus fiscaux pour les pouvoirs publics. Donc, les grands bénéficiaires, tout le monde a intérêt. Et puis, taxer les plus-values, c'est une collectivisation de la rente, mais ça n'a pas d'effet sur les prix. Et donc, sur ça, pour l'instant, il n'y en a pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve est de plus en plus débattu et mis sur la table. Je ne sais pas si je m'arrête là. Oui. Oui, alors on pourrait parler encore beaucoup. Et parce qu'on n'a pas le temps, pour votre dernière prise de parole, en fait, je vais vous demander de faire super court.
Et vraiment, en 2 phrases, qu'est-ce que vous diriez, en fonction de ce que vous nous avez chacune raconté, qu'est-ce que vous diriez là à un maire qui est en train de fabriquer son programme et de réfléchir à ce qu'il va proposer aux habitants de sa commune? Alors moi, je m'adresserai plutôt à un maire, ou à un candidat d'une commune périurbaine, hein, on est bien d'accord. Je lui dirais qu'il faut arrêter avec le prêt-à-penser du développement communal par le lotissement. Ça, c'est la première chose, parce que c'est une solution court-termiste avec des solutions négatives individuelles et territoriales à long terme. Je dirais moins de clientélisme, plus de volontarisme, c'est-à-dire d'être plus sur la capacité réelle de l'accueil du territoire, notamment sur la question des ressources naturelles, et de se poser la question des besoins réels du territoire. Et au final, peut-être d'agir dans sa palette de leviers, de réfléchir ce qu'il peut faire avec son patrimoine communal, d'être exigeant avec les promoteurs sur la qualité et de limiter les permis de construire quand c'est nécessaire en fonction des ressources. Marine. Ouais. Les gros yeux un peu, mais non. Trois choses. Ouais. 3 choses. La première chose, abandonner cette idée, mais ça a été dit ce matin par le maire, encore une fois, du 20e, qu'on pourrait résoudre les problèmes des gens en agissant sur les attributions des logements sociaux. De toute façon, il y a beaucoup trop de demandes, pas assez de logements, donc ça pose des questions de justice assez évidentes. En revanche, deuxième point, travailler sur des dispositifs transparents. Et la cotation, c'est un premier pas, mais de mon point de vue, mais on pourra en discuter, c'est pas satisfaisant. Les personnes n'ont pas toujours accès à leur rang dans la file d'attente. Je pense qu'en jouant la carte de la transparence, les administrés auront davantage de confiance dans les institutions et ça permettrait de renouer pas mal de choses. Et puis, 4 points. Troisième point, la mixité sociale, peut-être essayer d'être que ce soit un objectif un peu plus secondaire, parce que il me semble que les travaux de sciences sociales montrent les effets pervers de l'application de ce principe, privilégier d'autres objectifs de politique publique, tels que défaire la stigmatisation des quartiers populaires, lutter contre les discriminations, dont on parle quand même très très peu, répondre aux besoins en logement des ménages en essayant de respecter les choix résidentiels de ces ménages, peut-être en leur redonnant un peu plus la main sur un processus d'attribution qui reste extrêmement administré. Et puis 4e point, en fait, c'est souvent, et du coup, je reboucle avec finalement le mot d'introduction de Catherine Sabat. En fait, la question des attributions, mais plus largement du logement, ça reste en fait des sujets qui sont perçus comme très techniques, très complexes, parfois du point de vue même des élus. Le nombre de fois où j'ai rencontré des élus qui m'expliquaient, mais en fait, on n'y comprend rien. Je pense en particulier à des communes périurbaines ou rurales. Pour ces élus, investir les sujets de logement, investir les instances intercommunales où se font les politiques du logement, mais aussi ouvrir aux citoyens et citoyennes. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'absence des acteurs associatifs. En tout cas, là, je ne parle pas du cas parisien, mais je parle des cas sur lesquels j'ai pu investiguer. L'absence des acteurs associatifs, notamment dans ces instances intercommunales qui restent extrêmement techno, alors même que sur le papier, elles pourraient associer les acteurs de la société civile. Je peux juste, dans la lignée de ce que tu as dit sur le périurbain, parce que j'ai un peu été vite, effectivement, sortir de la posture d'impuissance, notamment pour les communes peut-être rurales, il n'y a pas d'ingénierie, on ne sait pas s'y prendre, mais peut-être s'appuyer davantage effectivement sur l'intelligence collective locale, où il y a une maîtrise d'usage qui est peut-être sous-exploitée. Francesca. Donc c'est pas évident, mais je pense que c'est un peu ce que vous faites aussi à l'idéal, c'est-à-dire remettre peut-être la propriété et la rente collective dans les débats, mais ça veut dire, la propriété c'est très abstrait pour les juristes, ça veut dire les propriétaires, et repenser un peu les propriétaires comme une clientèle politique. Et quand on dit clientèle politique, c'est un électorat. Beaucoup de choses sont faites pour ne pas aller à l'encontre, et ça dépend. Ils ne sont pas tout le temps un électorat. Dans notre livre sur le meuble de tourisme, une des thèses qu'on dit sur la ville de Paris, c'est si la ville de Paris elle y allait assez franchement très tôt sur les meubles de tourisme, c'était aussi que c'est une ville dans beaucoup de locataires, et ces propriétaires-là n'étaient pas la première clientèle
clientèle électorale dès la majorité qui était en place, et ils y sont allés beaucoup plus franchement qu'à Milan, par exemple, où ces propriétaires sont quand même la base, les fondements électoraux. Donc réfléchir un peu en tant que maire de jusqu'où elle va, cette clientèle politique de la propriété, de qui on parle. En France, il y a beaucoup d'avancées sur mieux connaître les propriétaires, qui sont, de quoi on parle, comment elle est structurée, etc. Ça, c'est déjà une façon de sortir un peu de cette vision de cette clientèle électorale qui serait très homogène et qui est à la fois un bloc social enrôlé dans la logique de l'actif, mais qui est très différencié. Donc, on peut peut-être construire des alliances là-dedans. Il y a des chercheurs qui travaillent sur les Pays-Bas qui ont montré que s'il y a eu des formes de rérégulation de l'investissement locatif, et elles sont portées par des coalitions aussi des classes moyennes propriétaires qui sont inquiètes que leurs enfants ne trouvent pas des logements à l'avenir, même aujourd'hui. Et donc, il y a des nouvelles formes de coalitions qui se structurent quand même, qui dépassent un peu des clivages préexistants. Donc, peut-être ça. Et puis, bon, l'héritage, c'est les grands transferts de richesses qui est devant nous. Ça va être massif. Ça concerne toutes les démocraties capitalistes en déclin démographique. Voilà. Ce n'est pas une politique municipale. C'est pas une politique municipale, mais qui sait. Merci beaucoup à toutes les trois.